Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis Alexandre et sur cette chaîne YouTube, je vous parle principalement de la Russie. Ma vie en Russie depuis 18 ans. J'habite à Moscou et j'ai diverses activités professionnelles. Et une de mes activités est l'accompagnement des étrangers occidentaux qui viennent s'installer en Russie pour commencer une nouvelle vie, pour des raisons professionnelles, pour des raisons psychologiques, pour des raisons sentimentales, pour des raisons culturelles, pour des raisons idéologiques, peu importe. J'ai créé la Ruspatriation, un écosystème complet qui permet de construire et réussir le projet Russie. Votre projet Russie. Et pour en savoir plus sur la Russie, vous pouvez vous abonner à ma newsletter Le Rêve Russe. Newsletter que j'écris tous les mardis, Le Rêve Russe. Je mettrai le lien pour vous abonner dans le descriptif et le premier commentaire. C'est gratuit. Vous pouvez vous abonner, vous désabonner et recevoir des informations factuelles, justes, accurate, comme les anglo-saxons, sur la Russie d'aujourd'hui. La Russie d'aujourd'hui est un pays qui est extrêmement en mutation, en redressement. C'est un pays qui a énormément d'avantages pour y vivre, également des désavantages. On en parle sur cette chaîne YouTube et sur mon canal Telegram. Alors, aujourd'hui, une petite vidéo à Moscou. Vous montrer aujourd'hui, il a beaucoup neigé. Je ne sais pas si ça se voit dans cette vidéo. Ouais, derrière moi, un escalier. Et vous avez ici un étang à la base. Alors en Russie ça s'appelle un étang, ça. C'est pas une mare, comme disent les mecs du sud. C'est un étang gigantesque, il va faire 350 mètres. Et il est le long d'un monastère qui est plus haut ici, le monastère Novospassky que vous apercevez derrière les arbres. Alors aujourd'hui, ce début 2026, j'ai entamé une série de vidéos sur les mythes sur la Russie. Les mythes sur la Russie parce que la Russie est un pays qui est entouré de mythes. J'ai expliqué la raison de l'existence de ces mythes propagés par les médias occidentaux. Eh bien, c'est d'ériger la Russie en un pays hostile et un pays qui n'est pas un pays à considérer pour y habiter. Or, c'est une erreur et c'est faux, puisque de plus en plus d'Européens viennent s'installer en Russie, viennent y vivre, y chercher une nouvelle vie avec tout un tas d'avantages. J'en ai déjà parlé. Ces mythes ont aussi vocation à avoir... Ils ont aussi une utilité qui est politique, puisque le but est de dénoncer le modèle russe qui est un modèle idéologique, un modèle anthropologique en fait. La Russie étant ce que l'Europe était avant et étant ce que l'Europe devrait être aujourd'hui, c'est-à-dire un pays qui défend ses valeurs, un pays qui défend son identité, sa souveraineté, un pays qui défend ses citoyens, un pays dont les services publics sont au service des citoyens, un pays fort, un pays qui défend la civilisation en fait chrétienne, avec quand même des différences avec l'Europe, puisque la Russie est un empire en quelque sorte, c'est une fédération aujourd'hui, c'est un pays qui a 4 religions officielles, l'orthodoxie, le christianisme orthodoxe, le judaïsme, l'islam et le bouddhisme. Mais malgré tout, c'est un pays qui défend les identités locales. C'est la force, la structure et l'anthropologie de la fédération. Alors, j'ai fait une première vidéo sur l'existence des mythes, j'ai fait une deuxième vidéo sur savoir si la Russie était une dictature ou pas lorsqu'on y vit, comment on le ressent. J'ai fait une vidéo avant-hier je crois sur le fait de savoir ce qui est tombé comme neige, pour le fait de savoir si le conservatisme russe était réel ou pas. Et aujourd'hui je vais faire une vidéo sur la corruption, sujet tabou, mais pas du tout en fait. On vous dit qu'en Russie on ne peut pas parler de ces sujets là, mais c'est faux. La preuve, j'habite en Russie, je suis citoyen russe et je vais vous faire une vidéo sur la corruption. Donc la question c'est: la corruption en Russie est-elle un mythe, ou la corruption en Russie est-elle réelle? Alors, déjà, il faut savoir qu'à la fin de l'URSS, en 1991, la Russie est rentrée dans une décennie dite infernale des années 90. Une décennie qui a vu en fait l'effondrement de l'autorité de l'État, du fonctionnement des institutions, des services publics, etc. Décennie de chaos dans lequel tout s'est effondré et ont pris le pouvoir des groupes humains, des groupes de force, des groupes mafieux, peu importe, russes, étrangers, beaucoup du Caucase, notamment de Géorgie. La mafia géorgienne était devenue tellement puissante que tous les autres groupes mafieux russes, chrétiens, musulmans, peu importe, se sont unifiés pour les combattre. Alors, à cette époque-là, évidemment, a explosé ce qu'on appelle la corruption. La corruption, c'est quoi? C'est le fait de payer pour obtenir des choses, des services, des biens. C'est allé très loin, hein, la corruption en 1890. On payait pour tout, pour des points de suture lors d'un accouchement, on payait pour faire exproprier quelqu'un, on payait pour obtenir des gens, pour faire tuer des gens.
Les Russes ont vécu l'enfer. Les années 90, c'était vraiment l'enfer. C'est ce que moi je pense qui attend l'Europe. Leurs années 90, vos années 90 vont arriver avec l'implosion du bloc européen, malheureusement pour les gens. Mais c'était l'enfer. Et la corruption s'est généralisée. Alors la corruption en Russie, elle est très ancienne. Cela dit, il y a une culture en Russie de cadeaux, d'arrangements, d'obliques. En fait, la Russie est un pays de verticalité, avec souvent des couches administratives très nombreuses, très dures à passer en direct, mais apparaissent toujours des obliques. Et la Russie est un pays qui a une forte dimension orientale sur ce plan, avec une culture de cadeau. Le cadeau qui facilite. Le cadeau facilitant, en fait, est-ce de la corruption? Pour les Européens, salé, c'est le fait d'offrir une bouteille de vin à votre médecin de village. Est-ce que c'est la corruption? Bonne question. En tout cas, en Russie, c'était assez généralisé. Historiquement, il y a une grande culture de corruption. Et la Russie, il y a toujours une culture de cadeaux, d'arrangements, d'obliques. En fait, parce que structurellement, le pays s'est construit comme ça. Il y a des verticalités administratives très fortes et très lourdes. Et elles ont généré de la corruption parce que il était compliqué d'obtenir les choses, d'obtenir des droits, d'obtenir des documents, d'obtenir des papiers. Il y avait souvent des notions de délai extrêmement complexes. Et il était plus simple de poser un billet, de donner un billet pour obtenir ce auquel on avait fondamentalement, théoriquement, le droit, mais qu'on n'obtenait pas par cette inertie, par ce système. Donc c'est développer cette culture d'arrangement, de cadeaux, de faire appeler, culture de « ah mais je peux faire appeler, mais je vais faire appeler », etc. Dans les années 90, ça a encore pris un essor démesuré, puisque ces groupes mafieux ont remplacé l'État. Je vous montre un petit peu. Ces groupes mafieux ont remplacé l'État sous la neige. Alors mon Samsung S25, il est waterproof, donc ça va. Pas de risque. Voilà, c'est beau, hein. Et cette mafia a pris le pouvoir. Et lorsqu'il y a eu l'inversion, avec l'arrivée de la nouvelle élite russe en 2000, avec Vladimir Poutine, eh bien une guerre a été menée contre cette corruption. Une guerre. Il y avait des assassinats de policiers, il y avait des assassinats dans le Caucase de soldats russes, il y avait de la corruption à tous les niveaux, partout, pour tout. C'était cataclysmique. Tout était touché par la corruption. Et la lutte contre la corruption a commencé. Alors, le système politique russe a lutté contre la corruption et s'est accommodé d'une corruption, parce que la corruption permet aussi aux choses, au système, au rouage de l'État de mieux fonctionner. Quelque chose qu'on a du mal à comprendre en Europe, mais il y a une corruption négative et il y a aussi une corruption positive. Une corruption qui permet d'accélérer, de régler les problèmes, qui permet de débrouiller une situation injuste dans laquelle on serait retrouvé par des complexités administratives. Donc en fait, il y a en Russie deux corruptions qui cohabitent. Il y a une corruption négative, lourde, qui est assez combattue. Il y a une corruption positive qui survit, qui se maintient et qui a des avantages. Mais évidemment, éradiquer la corruption en 24 heures en Russie ou en un an, c'est pas possible. 145 millions d'habitants, une fédération, le Caucase, la Volga, l'Altaï, l'Extrême-Orient, le Nord. Alors, vous avez des zones endémiquement plus corrompues que d'autres. Le sud et l'est sont plus touchés que l'ouest et le nord. C'est comme ça, ça se voit au niveau, premièrement, de la production des statistiques. Vous avez des statistiques dans le Grand Nord russe, région par ailleurs sinistrée démographiquement, mais c'est une autre chose, mais justement qui sont claires, limpides et transparentes. Et vous avez une opacité statistique très forte dans le sud du pays. C'est Krasnodar, c'est le Caucase, et après c'est la branche, c'est le sud-est, c'est-à-dire que c'est toute la zone qui va le long de la Sibérie du Sud, l'Altaï, etc., où c'est structurel, la corruption. Donc, cette lutte contre la corruption de l'État russe, elle s'est menée, elle n'a pas été le premier objectif de l'État russe dans les années 2000, parce que dans les années 2000, il fallait reconstruire l'État. Et une fois que cet État s'est reconstruit, ça c'est 2010-2014, avec la création de partis politiques de gouvernance, la reprise en main des régions, bon gré mal gré, la réaffirmation de l'autorité de l'État, des structures de force, eh bien, les sujets, on va dire, secondaires, comme le sont la corruption, ont commencé à être traités. La vraie lutte contre la corruption a été initiée en 2017 ou 2018 lors d'un congrès de Russie unie. On peut dire que les choses vont dans le bon sens, mais rien n'est réglé. Alors, évidemment, qu'est-ce que c'est la corruption? Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la corruption en Russie? La corruption en Russie, ça peut être... alors, pour des Russes,
et pour les étrangers. Aujourd'hui, si vous êtes à Moscou, vous ne voyez plus ou peu la corruption à l'hôpital, à la police, etc. Il y a toujours moyen de tomber dedans, se faire tendre un piège. Ça peut concerner plus facilement les étrangers que frapper les Russes qui ont plus de ressorts et de moyens de défense. Mais globalement, voilà, l'illustration parfaite, c'est la police de la route. Police de la route, dans la majorité du pays, on se fait tendre des pièges. Il y a une zone où les routes sont mal faites en Russie. Et si on traverse la Russie en voiture, on se prend à peu près 1000 ou 1500 infractions. Il est impossible de traverser, de rouler en Russie sans avoir des infractions. Il y a des endroits où on peut se faire arrêter. La police de la route le sait et va vous dire, bah voilà, si vous avez ça, hop, on vous prend votre permis, mettez un billet, on vous le rend, etc. Ça existe encore, c'est très fréquent dans le sud, ça n'arrivera plus à Moscou. Peut-être en banlieue de Moscou, mais beaucoup moins Moscou, Saint-Pétersbourg. C'est des choses qu'on ne voit plus. Corruption dans l'immigration, beaucoup moins. Corruption à l'hôpital, quasiment plus. Donc en gros, par le sommet de la Russie, il y a un nettoyage qui est fait, qui descend, qui ruisselle peu à peu, plus bas dans le pays. Mais pour être très clair et très transparent et très franc, pour régler ce problème, il faudra des décennies, s'il est réglable. L'idée, c'est de l'atomiser au maximum. Ce qu'on constate, depuis qu'on vient en Russie, c'est qu'il y a deux choses. Depuis que moi je viens en Russie, j'ai 18 ans quand je suis arrivé aujourd'hui. Moins 18 ans quand je sortais en 2008 faire la fête à Briansk à l'époque, ville à la frontière ukrainienne. On était en taxi, tous les 150 mètres, on se faisait arrêter par un barrage de flics, il fallait payer 100 roubles. C'était comme ça. Aujourd'hui, vous allez à Briansk, il n'y a plus tout ça. Il y a des quartiers nouveaux, des supermarchés, des malls, bref, tout a changé. Donc il y a une amélioration fondamentale sur la corruption, il y a une vraie lutte contre la corruption. Il faut savoir que l'année dernière en Russie, je crois que c'est près de 15 ou 20 000 personnes, 25 000 personnes qui ont été arrêtées pour corruption. Donc il y a beaucoup de corruption, mais il y a une vraie lutte. A l'inverse, en France, je crois que c'est 400 personnes, ce qui veut dire que non, qu'il n'y a pas beaucoup de corruption en France, Dieu soit sauvé, Dieu soit loué. Et le plus incroyable, c'est l'Amérique, 200 quelques cas. Pas de corruption aux États-Unis, pas beau ça. Et pas de corruption en France. Pas beau ça. Ah ouais. Soit il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de gens condamnés, soit la corruption, on ne condamne pas les gens. Parce qu'en Russie, il y a la corruption, mais on condamne les gens. Moi, c'est clair. Et c'était en 2015, je crois que c'était 13 000 personnes, et c'est 26 ou 28 000 l'année dernière. Donc ça augmente. Corruption est combattue. Certes présente toujours, mais combattue. Ce qu'on constate, c'est que le billet d'entrée de frappage, par lequel le ticket par lequel les gens subissent la corruption est très fortement monté. C'est-à-dire pour les petites choses, on ne subit plus la corruption. Pour la corruption est de plus en plus chère et de plus en plus haut et concerne de plus en plus le sommet et de moins en moins le peuple. Ça, c'est parce qu'il y a eu une amélioration du fonctionnement des institutions et des services publics. Et c'est aussi parce qu'il y a eu la mise en place d'une culture, tout simplement d'éducation, avec l'arrivée de gens qui sont plus jeunes, plus éduqués, qui sont moins, on va dire, affamés, j'allais dire dans le mauvais sens du terme, et des gens qui ont une appréhension différente de ce sujet clé. Après, il y a aussi autre chose, c'est que à partir de 2018, on parlait tout à l'heure de 2019, il y a eu la mise en place d'un écosystème entièrement digitalisé de rapport avec l'administration par le biais de Gosuslugi, le service public russe. Et ça a changé la donne parce que supprimer l'interaction entre l'administré et un fonctionnaire, eh bien, ça élimine toute corruption. Tout est en ligne, fait par la machine. Vous allez voir, on est autour de l'étang, dans le centre de Moscou, vous allez voir des gens qui font du ski. Et donc, en fait, ça, c'est une chose qui a considérablement amélioré la vie des Russes. C'est la digitalisation, c'est-à-dire le fait... c'est le fait d'avoir la digitalisation, qui est le meilleur outil contre la corruption. Allez, ils font du ski, pas beau ça. Voilà. Une autre chose, c'est que les gens se révoltent plus et subissent moins. Donc ils subissent moins la corruption négative. Et la corruption positive, je vais dire quelque chose d'incroyable, elle s'est en quelque sorte structurée, civilisée. C'est complexe à comprendre pour ceux qui sont. Mais les gens savent où il y a moyen d'eux, s'en servent à tort, c'est interdit, illégal, hein. Mais globalement, ça leur facilite la vie. Je vous donne un exemple. Exemple concret de cas de corruption. Toute ressemblance avec des personnages connus n'existe pas. Une entreprise
dirigé par un étranger, fait appel à un prestataire de service en disant mais écoute, je comprends pas, on a payé les impôts, on a payé les salaires de notre employé étranger en VKS, visa hautement qualifié à temps. C'est incroyable, le virement n'est pas passé le jour J. On a une pénalité de 15 000 € équivalent d'amende parce qu'on n'a pas payé en temps. Qu'est-ce que c'est que les ACO? On a le document de la banque comme quoi le platio, le paiement est passé, mais voilà. Le prestataire se dit mais c'est bizarre quand même ce bug, mais le temps de faire appel, c'est l'immobilisation d'argent, c'est vraiment. Et donc, le prestataire trouve un autre prestataire qui est spécialisé sur la finance, la comptabilité, le soutien aux entreprises et dit mais comment ça se fait que l'inspection fiscale a réagi comme ça aussi rapidement? Pourquoi il y a eu du zèle? Qu'est-ce que c'est ACO? Et finalement, eh bien, les 15 000 € se sont transformés en 500 € avec quelqu'un de ce second prestataire qui a payé quelqu'un à l'inspection fiscale qui a débloqué. C'est pas beau dans un sens, mais c'est pas grave, ça rétablit la justice puisqu'il y avait bonne foi du payeur et un bug technique. Et le temps d'appel de ce bug technique, ça peut prendre 6 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, pour l'instant vous êtes bloqué, etc. Donc c'est des exemples de corruption, de micro-corruption positive qui font que les choses peuvent être encore débloquables, mais de moins en moins parce que tout est tracé et digitalisé. Après vous avez la corruption négative bien entendu qui est encore présente. Mais l'idée c'est la suivante, c'est qu'en fait la corruption existe encore en Russie, les schémas de corruption sont présents. Il y a une culture comportementale à obtenir, à avoir pour savoir comment est-ce qu'on, en quelque sorte, qu'on opère dans l'écosystème russe pour ne pas tomber dans la corruption, pour ne pas se faire mettre dedans. Il y a moyen aussi. Il y a des gens, moi j'ai rencontré des gens en Russie, des étrangers qui m'ont dit mais je paye pour tout. Je dis mais tu payes pourquoi? Parce qu'il y a payé pour rien, parce qu'à Moscou tout marche. Mais ils se sont mis dedans eux-mêmes, ils ont sollicité, ils ont créé le problème, ils se sont fait identifier comme, et ils se sont retrouvés dans un nid de rebond, de ricochet, de zones de corruption dans lequel ils sont maintenant plantés. Donc il y a aussi beaucoup de facteurs comportementaux à avoir, c'est-à-dire que ça c'est une question d'éducation et de prise en main de l'écosystème russe, c'est de savoir comment on se comporte, comment est-ce qu'on fait pour pas, comment est-ce qu'on refuse, comment est-ce qu'on sait dire non, à quel moment il faut savoir dire non. Tout ça c'est des choses sur lesquelles nous on vous forme pour ne pas tomber là-dedans, pas vous faire tendre de pièges et mettre les mains dedans. Et sachez aussi une chose, c'est que c'est beaucoup plus simple d'opérer sur Saint-Pétersbourg, Moscou, sur des villes autour de Moscou, que d'être en Sibérie profonde du Sud, en Oural du Sud, dans l'Altaï, où il y a une corruption endémique beaucoup plus développée, beaucoup plus structurelle, beaucoup plus forte, et il y a beaucoup moins de complexes de la part des gens qui pratiquent cette corruption à vouloir mettre les gens dans le pétrin, dans les étrangers, pour après les faire payer. Alors après, il y a des gens qui aiment payer, hein. C'est aussi un autre truc qu'on a découvert, les gens qui veulent payer, comme ça ils préfèrent, comme ça ils pensent qu'ils sont en sécurité, ce qui n'est pas le cas. Mais sachez une chose, c'est que quand on est un étranger, qu'on vient en Russie, qu'on vit en Russie, qu'on respecte la loi, on est très peu, en fait, frappé par la corruption. Et lorsqu'on peut être amené à la rencontrer, à se faire menacer, entre guillemets, à se faire dire votre document sera pas, quand je dis menace, votre document sera pas prêt dans 2 mois, il sera prêt dans 4. Bon, c'est ça. Alors vous mettez un petit billet, il est prêt dans 1 mois. Oui, mais non. Là, il y a moyen d'intervenir sans corruption. Il y a moyen d'utiliser des relais, de faire appeler. Il y a moyen il y a un moyen aussi de parler à ce fonctionnaire en russe, en sachant utiliser les bons mots pour lui faire comprendre que non, ça ne va pas le faire, c'est pas moral et ça ne va pas le faire avec vous. Il y a aussi ça, c'est aussi le comportement de savoir parler à l'administration pour ne pas se faire repousser, rejeter et tendre un piège. Donc tout est vraiment question aussi de comportement. La corruption est là, elle est disponible si on en a besoin, mais le mieux c'est de la refuser. Et pour la refuser, bien, il y a des façons de faire, ça dépend aussi beaucoup de vous. Donc voilà, la corruption en Russie, sachez que c'est quelque chose de présent, quelque chose qui touche des pans de la société russe, quelque chose qui concernera très peu des étrangers comme vous qui viennent vivre et habiter en Russie, à moins de faire du business dans des sujets, dans des domaines super sensibles, super, on va dire, high level, toucher à des choses lourdes. Il n'y a aucune raison en 2026 que vous soyez frappé par la corruption en habitant à Moscou, à Saint-Pétersbourg, Petrozavodsk, à Krasnodar, peut-être un peu police de la route, voilà, il y a plus de problèmes.
Mais globalement, votre vie en Russie sera une vie dans laquelle vous ne verrez jamais la corruption. Vous entendrez parler de la corruption partout autour de vous. Vous allez entendre parler chez les Russes, vous allez entendre parler dans la télé française, mais vous allez vous dire, mais moi je ne comprends pas, je ne l'ai jamais vu. Donc, pas de stress là-dessus. Il y a de la corruption en Russie, elle est à certains endroits, elle tape à certains endroits, elle frappe à certains endroits, elle est encore présente à certains endroits, mais elle concerne très peu la vie de tous les jours des gens en Russie aujourd'hui, grâce à la digitalisation, grâce à l'évolution des mœurs et de l'éducation de la société, et grâce au fait qu'il y a une vraie lutte de l'État russe contre la corruption, et c'est ça le plus fondamental. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Abonnez-vous à ma chaîne, likez cette vidéo, mettez un pouce comme on dit en français. N'oubliez pas qu'il faut apprendre l'anglais pour venir ici. Abonnez-vous à ma newsletter Le Rêve Russe. Et moi, je vous laisse sur ces images de Moscou enneigé et dans le brouillard. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube.